Mesdames et messieurs, il y a 106 ans aujourd'hui, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, sur les champs de bataille, le son du clairon retentissait. L'armistice entrait en vigueur. Après 4 ans, les combats cessaient enfin. La Première Guerre mondiale s'achevait. Elle laissait derrière elle un monde dévasté, une terre jonchée de cadavres. Le bilan de ces 4 années de folie meurtrière ne peut qu'inspirer l'effroi, l'horreur. 10 millions de combattants sont morts dans le monde. 1 400 000 Français. Pour ceux qui ont survécu et reviennent, la victoire est sans éclat. Il n'y a pas de liesse pour les mutilés du corps. 1 300 000 invalides et gueules cassées. Ni pour ceux de l'âme, marqués à vie par le deuil de leurs camarades disparus et tout ce qu'ils ont vécu. Aux souffrances des soldats sont venues s'ajouter celles des civils. Ces hommes, et surtout ces femmes, qui ont connu l'angoisse et l'innommable douleur d'attendre et souvent de perdre un mari, un père, un frère, un fils parti au front, qui ont subi la dureté d'un quotidien marqué par le rationnement et les pénuries. Ces hommes et ces femmes qui ont travaillé à l'effort de guerre. En France, ce sont plus d'1 600 000 ouvriers et ouvrières mobilisés dans les usines d'armement et les fermes. Soldats, civils, hommes et femmes, enfants, c'est la patrie et le peuple tout entier qui ont payé l'impôt du sang à cette guerre totale. La France en guerre, ce n'est pas seulement la métropole, car ceux que l'on nomme alors indigneusement les indigènes ont également été mobilisés en masse. 450 000 au front, plus de 225 000 dans les usines et les fermes de l'arrière. La République doit leur rendre un brillant hommage. La France a une dette éternelle envers ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour une patrie qu'ils n'avaient pas choisie et qui ne leur avait souvent réservé que son ingratitude. Comme toutes les communes de France, Aubervilliers n'a pas échappé aux orages d'aciers et de feu. La ville en ressort meurtrie. Le fort d'Aubervilliers a vu ses canons se tourner vers le ciel pour protéger Paris des incursions de l'aviation allemande. À l'instar de nombreuses usines environnantes, il a également fait office de site de production et de stockage de munitions asphyxiantes, dont les conditions de travail les plus rudes pour les ouvriers et ouvrières qui y étaient affectés. Et la ville a vu mourir au feu plus de 1700 de ses enfants, dont les noms ornent le monument aux morts inauguré en 1925. Ce monument aux morts, son auteur, le sculpteur Cipriani, a voulu qu'il représente non seulement la dévastation, la misère, le sacrifice, la mort, mais aussi, comme il l'écrit au conseil municipal en 1923, la vie aspirant à la paix. Sous les traits d'une femme tenant à bout de bras un enfant, lui-même tourné vers un soleil brillant dans les cieux et sur lequel est gravé le mot Pax, Pax, la paix. Ce choix est lourd de sens, car cette guerre, la grande masse des peuples mobilisés ne l'ont pas voulu en 1914. Le grand historien Marc Bloch a bien décrit l'esprit qui règne alors que s'achève la Première Guerre mondiale, loin de toute liesse. Je le cite. La tristesse qui était au fond de tous les cœurs ne s'étalait point. Seulement les femmes avaient les yeux gonflés et rouges. Les hommes, pour la plupart, n'étaient pas gais, ils étaient résolus. Ils se sont résolus à faire la guerre et se sont battus avec héroïsme pour vaincre. Car il fallait défendre la patrie en danger, la République et l'idéal démocratique. Mais ils n'ont jamais cessé d'aspirer à la paix. C'est cette volonté de défendre la patrie et ce désir de paix qui leur ont permis de tenir et d'endurer toutes les rigueurs du combat. Et c'est ce même désir de paix qui a contribué à animer les anciens combattants après 1918, lorsqu'ils tiraient de leur expérience la seule leçon qui vaille. Plus jamais la guerre, plus jamais ça. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour célébrer la victoire militaire de la France. Les poilus eux-mêmes ne l'auraient pas voulu. Ils n'auraient pas voulu non plus que nous oubliions de nous souvenir avec compassion ceux de leurs camarades qui ont désobéi. Mutins ou déserteurs, ils ne voulaient ou ne pouvaient plus supporter l'épreuve du carnage. Près de 1000 d'entre eux le payèrent de leur vie, après des jugements qui n'avaient rien de la justice. En janvier 2022, notre Assemblée nationale a voté une proposition de loi que j'ai portée au nom du groupe parlementaire insoumis et qui réhabilite leur mémoire. Ce que les survivants de l'enfer des tranchées auraient voulu plus que tout, c'est que nous commémorions l'ensemble des souffrances de ces années 1914-1918 et de tous les morts pour la France. Ils auraient voulu que nous nous souvenions de leurs sacrifices pour en tirer les leçons, pour que la guerre qu'ils avaient vécue fût la dernière des der. Leur mémoire nous oblige à veiller sans relâche à préserver ce bien le plus précieux, aussi inestimable que fragile, la paix. Veiller à préserver la paix suppose de comprendre comment le monde a pu s'embraser et sombrer dans l'horreur en 1914. L'on a coutume d'imputer à la guerre à l'effroyable frénésie nationaliste qui s'était emparée de tous les États européens. Et l'on a raison. Mais il faut se souvenir que cette frénésie était avant tout celle de dirigeants irresponsables
et des forces politiques de l'éternel camp de la haine, du chauvinisme, du bellicisme. Au contraire, jusqu'au dernier jour de juillet 1914, la masse laborieuse du peuple, dont le mouvement ouvrier portait alors la parole, espéra, elle, que la catastrophe puisse être évitée. Quelle meilleure incarnation de cette noble espérance que la figure de Jaurès. Jaurès, convaincu jusqu'au bout, avant de tomber le 31 juillet 1914 sous les bas d'un fanatique d'extrême droite, que la fraternité internationale des humbles pourrait empêcher les puissants de jeter les peuples les uns contre les autres et le monde dans la vie. Ce que Jaurès nous enseigne encore, c'est qu'incriminer le nationalisme ne suffit pas. Encore faut-il comprendre le terreau dont se nourrit le ressentiment. Ce capitalisme qui, disait-il, porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Les 50 années qui précèdent 1914 sont marquées par une première mondialisation. La circulation des capitaux et des marchandises atteint des niveaux sans précédent. Autour de 1900 déjà, les apôtres du capitalisme débridé expliquent que le libre jeu des forces économiques produira, comme par magie, le bien-être de tous et la paix perpétuelle. Quelle erreur! C'est tout le contraire qui se produit. Libérer les énergies des forces économiques engendre la guerre de tous contre tous. L'accumulation sans borne des profits entre les mains de quelques-uns se fait au prix de l'exploitation de cohortes de miséreux et de crises toujours plus intenses. La Grande Dépression de 1873, 1896 déjà. Les nations se livrent une concurrence toujours plus féroce pour l'accès aux marchés et aux matières premières et pour se tailler des empires en colonisant l'ensemble du globe. Des guerres économiques et territoriales naissent, les guerres culturelles et le nationalisme, encouragés par les puissants pour déterminer le peuple de la lutte sociale. C'est cette dynamique mortifère qui donne naissance au choc des impérialismes et au cauchemar de 1914-1918. Après cette première grande guerre, puis après la deuxième de 1939-45, provoquée par le fascisme que le premier avait enfanté, la leçon a-t-elle été retenue? On a pu le croire pendant un temps. Après 1945, après l'horreur d'Auschwitz, d'Hiroshima, un ordre international plus raisonné et juste a pu sembler possible. Pendant quelques décennies, les forces du nationalisme et de sa matrice, le capitalisme sauvage, furent partiellement jugulées. Dans le monde, malgré les tensions de la guerre froide, l'Organisation des Nations Unies permit d'éviter un nouveau conflit généralisé. Avec la vague des décolonisations, les peuples qui avaient subi le joug des empires conquirent leur liberté. Dans les pays capitalistes avancés eux-mêmes, l'existence du contre-modèle communiste et la force du mouvement ouvrier contraignirent les dominants à une forme de compromis ouvrant le progrès social au plus grand nombre. Ce fut en France le programme du Conseil national de la résistance. Mais cet équilibre relatif ne fut que temporaire. À présent, les nuages s'amoncellent à nouveau, car les dominants avides de profit œuvrent une nouvelle fois à déréguler l'économie. Et une nouvelle fois, la loi du plus fort semble s'imposer en toutes choses. À nouveau, la compétition économique généralisée et sans merci est à l'ordre du jour. À partir de 1990, la circulation des marchandises et des capitaux a retrouvé puis dépassé au centuple son niveau d'avant 1914. Les nations rivalisent impitoyablement pour attirer les investissements et s'arroger l'accès au marché. L'argent est roi, pour le plus grand bonheur de la caste, qui accumule des profits jamais vus dans l'histoire. Pour le plus grand malheur des peuples, dépouillés des conquêtes sociales qu'ils avaient arrachées, jetés dans la précarité et exposés à la misère. À nouveau, la dérégulation et la concurrence sèment les germes de la guerre. 126 des 197 États reconnus par l'ONU ont aujourd'hui au moins un différend frontalier, soit 65% des États à l'échelle mondiale. L'on ressent 59 conflits armés dans le monde, soit le plus grand nombre depuis 1946. L'Afrique est le continent le plus meurtri, quand 28 guerres y font rage. Le Proche-Orient s'embrasse quand le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou répond aux attaques terroristes du Hamas par un terrorisme d'État, une guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza et une agression contre le Liban. La guerre a repris pied en Europe quand le régime de Vladimir Poutine attaque l'Ukraine. Le cœur même du système monde lui-même est entraîné dans une marche vers la guerre quand l'ancienne puissance hégémonique, les États-Unis, répond à l'émergence de la Chine par une politique toujours plus hostile. Partout, la force s'impose comme mode de règlement des conflits. Le droit international est bafoué et ses institutions fragilisées. Comme autrefois, on voit se mettre en place une logique d'alliance et de blocs opposés, la même mécanique infernale que le monde a connue en 1914. Et à nouveau, les crises économiques et les tensions géopolitiques alimentent le nationalisme, la xénophobie, le racisme, les discours et les sentiments de haine entre les peuples qui en leur sein mêlent. Ces discours alimentent à leur tour de plus belle les tensions et le cercle vicieux se referme. Le monde entier semble entrer dans une ère de chaos où menace l'embrasement généralisé. Prévenir cet embrasement, empêcher les mêmes causes produisent les mêmes méfaits qu'en 1914-1918 et préserver ainsi la paix, telle est aujourd'hui notre ardente obligation. En tant que Français, nous devons y prendre notre part, en faisant entendre dans le monde une voix non alignée et indépendante, en défendant le droit international et le règlement pacifique des conflits,
en privilégiant le dialogue multilatéral et la coopération entre les nations et les peuples, en œuvrant à unir les efforts de l'humanité face aux défis communs comme celui du changement climatique, en refusant la logique du ressentiment, de la loi du plus fort et de la guerre pour lui préférer toujours la raison, la justice et la paix. Plus d'un siècle après 1918, à l'heure de commémorer les morts de la Grande Guerre, il nous faut retenir la leçon de leur sacrifice afin d'empêcher que la catastrophe ne se répète. Laissons parler le grand Jaurès. Il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples, c'est d'abolir la guerre économique, le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la paix qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde sociale et d'unité. Hommage à nos morts. Vive la République, vive la France.